Pour traiter le thème très général de cette présentation, à savoir la science, le XXIe siècle et ses peurs, je pense que cette estampe japonaise très célèbre est extrêmement illustrative. Elle montre cette immense vague menaçant de submerger de frêles esquifs. C'est peut-être un peu l'impression que nous avons nous-mêmes de notre humanité en ce début du XXIe siècle, humanité que nous pensons quelquefois en péril, après une période assez optimiste peut-être de la fin du XXe siècle. La pandémie du Covid-19 nous a ramené à des réalités beaucoup plus prosaïques. Le fait d'avoir peur et de craindre les menaces n'est pas nouveau, même si au XXIe siècle, il y a des menaces spécifiques qui sont complètement abordées dans ce livre-là de Jacques Blamont. Mais les peurs existent depuis que l'humanité existe. Peut-être se souvient-on des rogations qui étaient ces processions religieuses dans la campagne, qui étaient faites dans lesquelles on priait Dieu pour nous libérer de la peste, de la faim et la guerre, qui étaient les trois grandes peurs de l'humanité depuis la nuit des temps, et pour lesquelles il n'y avait apparemment pas de solution, et pour lesquelles seule la bonté divine paraissait être la solution. Désormais, les peurs sont toujours là, mais elles ont peut-être changé d'échelle. Et comme le dit Jacques Blamont, eh bien, les peurs désormais ne sont pas des peurs individuelles ou familiales ou locales, ce sont des peurs vis-à-vis de l'humanité dans son ensemble, peur pour sa description ou son autodestruction. En effet, le Covid-19 nous a ramené à une situation qu'on ne croyait plus exister depuis peut-être la grippe espagnole, mais plus en avant dans le temps, à la peste. Mais en même temps, comme je vais parler du rôle de la science, la pandémie du Covid-19 a démontré quand même la puissance énorme de la science, puisqu'il a été possible de déchiffrer le code génétique en 6 mois, ce qui était impensable il y a déjà quelques années. Puissance de la technologie, puisqu'il a fallu une logistique extraordinaire pour fabriquer et distribuer des milliards de vaccins, donc une organisation globale, mondiale, assez efficace et assez exceptionnelle. Donc, certains en ont conclu que la science est toute puissante, que donc, tout est possible avec la science, et peut-être la science c'est le remède à nos peurs, alors que d'autres ont peut-être avancé en disant mais finalement cette pandémie d'où vient-elle? Et finalement, est-ce que ce n'est pas la science qui était à la faute? Alors, science remède ou science cause? Alors, je vais vous parler de ça sous trois grands thèmes. D'abord, parler de la science, faire une espèce de revue synthétique de la science pour savoir de quoi on parle, savoir où est-ce qu'on a abouti au XXIe siècle, et puis ensuite étudier le cas de la science. Est-ce qu'elle est responsable ou est-ce qu'elle est coupable de l'évolution de notre planète et est-ce qu'elle peut être le remède dans les temps qui viennent? Alors, pour parler de la science, je remonterai à ce que j'appelle la science moderne, celle qui a émergé au XVIIe siècle sous l'influence de penseurs comme Francis Bacon ou de scientifiques dont je parlais tout à l'heure. Francis Bacon a énoncé un peu le programme de la science qui est d'abord de connaître les causes et les mouvements secrets des choses, de recueillir l'empire, donc de développer des actions en vue de réaliser toutes les choses possibles. Donc un vaste programme qui a donné à la science donc de connaître l'univers, et nous-mêmes pour pouvoir agir et réaliser tout ce dont nous avons besoin. Alors c'est une révolution quelque part parce que si on fait remonter la science aux Grecs qui l'ont beaucoup développée, qui était plutôt une science observationnelle, eh bien, à partir du XVIIe siècle, avec notamment des scientifiques comme Galilée, Newton, pas les seuls, ils sont nombreux autour d'eux, mais les plus emblématiques, eh bien, on a développé à la fois une méthodologie qui a donné lieu à la science moderne. D'abord, l'expérimentation. Au lieu de contempler ou d'observer la nature, on la provoque, c'est-à-dire qu'on construit des laboratoires dans lesquels on va isoler certains phénomènes de la nature pour l'étudier. L'instrumentation, au lieu d'utiliser nos yeux et nos sens, on va développer des appareils de technologie beaucoup plus performants, permettant de voir ou
de détecter des choses que nos yeux ou nos sens ne permettent pas de voir. Par exemple, Galilée a utilisé la première lunette astronomique pour étudier les lunes de Jupiter. Et bien sûr, désormais, on a atteint des tailles comme par exemple le grand accélérateur du CERN qui fait des dizaines de kilomètres de conférence. Donc, l'instrumentation. Et enfin, la modélisation mathématique. Les mathématiques sont devenues, comme disait Galilée, l'alphabet de l'univers, ce qui pose beaucoup de problèmes parce que une partie de la science reste inaccessible à toutes les personnes qui sont soit peu éduquées ou bien réparbatives aux mathématiques. Tout ceci a donné une connaissance extrêmement détaillée de l'infiniment grand, a permis de développer des technologies qui ont conditionné notre société industrielle, et puis développer nos connaissances vers l'infiniment petit, avec la mécanique quantique qui a ouvert la voie à toute l'électronique et tous les appareils que nous utilisons, comme les ordinateurs ou les smartphones. Donc voilà un grand trait. Alors, à quoi ceci a-t-il abouti? Comment peut-on répondre à Bacon du projet qu'il avait? Alors, il est difficile de faire une synthèse en trois transparents, mais je vais tenter de le faire. D'abord, cette science-là nous a donné une vision globale du monde, que je synthétise par un ourobos cosmique, c'est-à-dire ce cercle de serpents qui se mord la queue, avec en bas, à notre échelle, le couple qui représente l'échelle humaine. Et puis, au cours du temps, eh bien, on a, vers la droite, développé notre connaissance d'un infiniment grand. D'abord, les Grecs qui ont commencé à avoir une idée de la taille de notre système solaire. Puis, au milieu du 19e, la connaissance par l'observation et le calcul de, en gros, l'ensemble de notre système solaire et de ses planètes. Puis on s'est rendu compte que le Soleil n'était qu'une petite étoile parmi tant d'autres qui étaient groupées au sein d'immenses amas qu'on appelle les galaxies. Et notre galaxie à nous, c'est la Voie lactée. Et puis désormais, on sait que les galaxies elles-mêmes sont regroupées dans d'immenses ensembles qui ont des mouvements cohérents entre eux. Et cet ensemble dans lequel nous sommes s'appelle l'Anyakea. Donc une vision extraordinairement détaillée et profonde de notre univers, vers l'infiniment grand. Dans le même temps, se développait une connaissance vers l'infiniment petit qui a commencé par le microscope à la fin du XVIIe siècle. Puis, je saute 2 ou 3 siècles, nous avons découvert l'ADN qui est à la base du code génétique dans nos cellules. Puis, au début du XXe, a été découvert l'atome, la structure très petite qui est à la base de la constitution de la matière, et puis le noyau atomique en 1911, et enfin les constituants du noyau atomique eux-mêmes, les quarks, par Gell-Mann et d'autres scientifiques en 1964. Donc nous avons une vision du monde extraordinairement précise, finalement, vers l'infiniment grand, vers l'infiniment petit. Ces infiniment grands et ces infiniment petits, maintenant, nous le savons, se rejoignant quand nous remontons aux origines de l'univers, où notre univers était infiniment concentré. Et là, donc, tout ce travail-là nous a remis en place, quelque part, de définir notre place dans l'univers, puisque à gauche, vous avez une vue qui a été prise de Voyageur 2, qui est un satellite qui a été le plus loin, humain, qui a été le plus loin dans l'espace, qui est sorti du système solaire. Et quand il a pris une photo de la Terre, eh bien, on voit cette photo-là, c'est-à-dire un pixel extrêmement petit, perdu dans une immensité vide. Donc, nous sommes un petit grain de sable. Et nous sommes nous-mêmes dans un système solaire qui est beaucoup plus vaste, et que ce système solaire, centré autour de notre étoile, eh bien, n'est qu'un élément de notre galaxie, et puis qui est que la Voie lactée, et ensuite va vers la structure qu'on appelle l'Anyakea. Donc, ceci confirme en image ce que j'ai énoncé tout à l'heure, à savoir que, comme le disait Hubert Reeves, la Terre et nous-mêmes, nous sommes qu'une toute petite poussière d'étoiles. Et dans le même temps qu'on a une vision de la Terre dans l'espace, nous avions une vision de la Terre aussi dans le temps. Nous avons pu décrire l'histoire de la Terre. Et si on ramène la vie de la Terre en une journée, pour donner un ordre de grandeur, eh bien, on pourrait dire que cette journée s'étale
entre 6 milliards d'années après le début de l'univers et jusque vers 18 milliards dans le futur. Ceci correspond en gros à la durée de vie du Soleil qui conditionne donc l'existence de la Terre dans l'univers. Donc au début, il y a l'origine, sur laquelle je ne reviendrai pas, qui est toujours un sujet d'étude. Et puis vers la fin, on spécule qu'il y aura une mort de l'univers à droite, vers 1800 années, qui est un nombre énorme, d'un univers sans doute froid et diffus. Entre les deux, 10 milliards après le début de l'univers est né d'abord le Soleil, puis quelques temps après, quelques centaines de milliers d'années après, la Terre, et nous savons que le Soleil mourra dans environ 10 milliards d'années. Entre les deux, voilà le temps pour la Terre et la durée de la vie de la Terre. Si on ramène ceci à une journée, de sa naissance à sa mort avec celle du Soleil, eh bien, on peut faire un calendrier très précis désormais par notre connaissance. C'est un calendrier très détaillé que vous ne pourrez lire dans la foulée, mais en mettant sur pause la vidéo, vous pourrez en suivre les détails. Pour tout dire, eh bien, si à 0h30 la Terre est née, l'apparition de la vie est arrivée un petit peu avant 2 heures. L'explosion globale de la vie avec les plantes et tout ça, c'est plutôt à 10h30. Les premiers hominidés sont nés 1 minute avant midi, et ensuite il faut prendre un chronomètre très précis pour faire le détail, puisque l'Homo sapiens que nous sommes est né quelques secondes avant minuit. Il a découvert l'agriculture 1 seconde avant minuit, et désormais, vous voyez que nous sommes à quelques millisecondes en arrière pour avoir découvert l'atome et envoyer un homme sur la Lune. Donc à l'échelle du temps, après avoir vu l'échelle de l'espace, la Terre n'est qu'une petite virgule dans le temps, et surtout l'humanité ne représente qu'une toute petite virgule dans la vie, dans la journée de la Terre et dans la vie de l'univers. Dans le même temps, eh bien sûr, on a beaucoup avancé dans la biologie et la génétique. C'est une caractéristique qui était inimaginable à l'époque, puisque nous sommes capables d'intervenir, par exemple par les vaccins ARN, dans les mécanismes profonds qui conduisent, par exemple, au comportement de notre corps vis-à-vis des maladies. Et puis la technologie qui a conditionné et qui conditionne toute notre vie, la recherche médicale, la recherche fondamentale, et aussi notre vie de tous les jours. Alors, Francis Bacon, 5 siècles après, êtes-vous content ou êtes-vous épaté? Je pense que Francis Bacon serait quand même étonné de tout ce qui a été fait en 5 siècles par rapport à ce qu'il connaissait. Donc, vous avez demandé s'il était possible de connaître les causes et les mouvements secrets des choses, sans avoir bien sûr été au bout. Eh bien, nous avons été très loin dans cet axe, mais la science nous a révélé plutôt que de nous renforcer l'extraordinaire fragilité de l'humanité. Reculer les frontières de l'empire de l'homme sur les choses, eh bien effectivement, nous avons pu faire des tas de choses, fabriquer des choses, aller sur la Lune, maîtriser l'atome. Mais est-ce que l'homme est capable de se maîtriser? Et quand on est au début de cette année 2022, avec les menaces de guerre en Europe, on voit bien que les moyens techniques sont d'un ordre de grandeur que la maîtrise de l'humanité a sur elle-même. Et puis réaliser tout, effectivement, nous avons une civilisation technologique très développée, mais nous avons découvert que tout ceci se situe dans une planète finie et fragile, et que ces développements auront une limite. Donc voilà, Monsieur Francis Bacon, nous avons été très loin dans le contrat que vous nous avez donné, mais en même temps, ces progrès-là, finalement, ne nous ont pas rassurés, et puis nous montrent plutôt la fragilité de l'homme et de l'humanité. Alors, on va faire appel à un autre penseur qui était dans la même époque, qui est Pascal, qui a constaté déjà, sans avoir toute cette connaissance-là, déjà disait que l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Donc, mais il y a un mais, on le verra.
Donc déjà Pascal anticipait le fait que même la science se développant, tout ceci ramènerait l'homme à sa faiblesse. Et cette faiblesse-là, on peut l'illustrer par exemple par tous les cataclysmes qui ont été observés dans le passé et qui rythment la vie de la Terre, qui risquent de rythmer la vie de l'humanité. Il y a des catastrophes comme l'inversion du champ magnétique terrestre qui pourrait avoir des bouleversements climatiques importants, presque tous les millions d'années. Un supervolcan qui ferait couler des laves géantes avec un obscurcissement de l'atmosphère qui tuerait presque toute la vie sur les continents. Ça peut arriver de temps en temps, c'est arrivé, et donc ça peut arriver encore dans le futur. De manière plus proche, la chute d'un très gros astéroïde. On observe que la Terre est bombardée d'astéroïdes qui peuvent quelquefois faire des dégâts, mais tous les 500 000 ans, eh bien, ça peut être un très gros astéroïde qui peut avoir des dégâts extrêmement importants sur l'ensemble du globe. D'autres accidents dans l'univers, comme l'explosion d'une supernovae, une étoile qui meurt et qui explose trop proche du Soleil et de la Terre, pour avoir des effets très déterminants sur la vie sur Terre, un sursaut gamma et finalement la mort du Soleil. Donc notre science finalement nous a montré que la Terre elle-même, la petite planète Terre qui est notre radeau sur lequel nous sommes perdus dans l'univers, est elle-même très fragile et peut être soumise à des cataclysmes pour lesquels, à part peut-être la chute d'un astéroïde, que nous pourrons peut-être maîtriser dans quelques années, sont hors de portée à court terme et moyen terme des moyens humains pour les éviter. Donc, suivant Pascal, on peut dire que l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais alors Pascal ajoute une note d'optimiste en disant mais l'homme, il est plus homme que ce qui le tue, puisqu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Donc Pascal insiste en disant, nous sommes qu'une petite poussière, mais nous pensons, nous avons la capacité à penser l'univers. Cela veut dire, est-ce que de ceci, nous devons conclure que l'homme, l'humanité, a une place privilégiée dans cette histoire et dans l'univers. Alors, pour étudier ça, il faut regarder la marche vers la complexité. L'humanité, nous autres espèces humaines, nous sommes à la suite d'un immense processus de complexification qui a démarré très peu de temps après le début de la planète Terre pour construire les briques de la vie, les molécules de base, puis la cellule. Passage énorme, il y a 4 milliards d'années pour que ces protéines s'assemblent pour faire une cellule qui a une capacité de reproduction et de développement. Puis les noyaux à cellules avec l'ADN qui se sont assemblés en organismes multicellulaires plus tard, il y a 2 milliards d'années, pour donner les plantes, les insectes, les oiseaux, les primates, et puis notre espèce humaine, il y a entre 10 et 100 000 ans. Et nous voilà. Donc, peut-être nous avons une place spécifique, l'humanité a peut-être une place spécifique sur la Terre, mais elle est le fruit d'une longue évolution qui a conduit à elle. Cette évolution a eu plusieurs moteurs, et je passerai plus de temps pour le dire, mais c'est tout un exposé qu'il faudrait faire montrant comment cette évolution a eu comme moteur pour construire cette complexité qui aboutit à nous. Et nous verrons que la culture est un élément terminal et essentiel pour expliquer le rôle de l'humanité. Donc l'homme est un élément de la marche vers la complexité observée partout dans l'univers. Et la question se pose, est-ce que nous sommes le terminus? Est-ce que nous sommes l'objectif? Et en fait, il y a eu deux visions au cours du temps. Une vision peut-être souvent philosophique ou religieuse qui voyait dans tout ce processus l'homme comme étant l'objectif comme étant la perfection, la structure vivante la plus capable, la plus ordonnée, capable donc de régir et de maîtriser le reste de la nature.
C'est la vision qu'a essayé de concilier avec la science, Teilhard de Chardin, avec sa convergence vers le point oméga, sachant quand même que de plus en plus, la vision est plutôt celle de droite, où l'humanité n'est petite feuille, un petit bourgeon, au bout d'un rameau, dans un immense arbre d'une très grande complexité. Et nous ne sommes donc pas, peut-être pas l'objectif, mais nous sommes une toute petite ramille au sein d'un arbre gigantesque. Donc ceci va réviser la statue que nous avons de l'homme, et pour s'en convaincre, on va construire l'arbre phylogénétique, c'est-à-dire l'arborescence de toutes les espèces qui sont construites au cours du temps, à partir de quelques éléments de base. Eh bien, si vous regardez cet arbre, eh bien, en haut à droite, vous avez une grenouille qui représente la vie animale telle que nous la connaissons. Eh bien, cette vie animale, elle peut être subdivisée dans de nombreuses espèces, des poissons, et puis des reptiles, des oiseaux, des mammifères, et puis vous voyez apparaître un primate au milieu. Et ce primate est à l'origine d'une arborescence qui conduit à de multiples espèces de primates, les gorilles, les bonobos, etc., avec quelque part au milieu quelqu'un qui s'y tient debout et qui est le genre Homo, l'homme. Eh bien, le genre Homo lui-même est lui-même construit sur une arborescence, puisque la lignée humaine est construite d'essais et d'erreurs ou d'espèces qui se sont éteintes. Les deux dernières en bout, vous avez au milieu, en bout à droite, vous avez l'Homo sapiens, qui est nous, sachant qu'il y a d'autres espèces comme l'homme de Néandertal qui nous ont accompagnés, précédés, et qui ont disparu, et dont on peut se demander pourquoi ils sont disparus. Donc, nous sommes un tout petit bourgeon au sein d'une grande ramification de la vie qui s'est construite au cours des milliards d'années de vie sur Terre. Alors Pascal peut dire, bon, vous êtes d'accord, l'homme est un être vivant parmi les autres, il n'est pas a priori de sources surnaturelles différentes, mais lui, il est conscient. Il est capable de raisonner. Mon chat ou un lapin n'est pas capable d'avoir une vision de l'univers, du moins on le pense. En effet, cher monsieur Pascal, mais malheureusement, ou heureusement peut-être, de plus en plus, la recherche nous montre que les animaux, notamment ceux que nous connaissons, dits des animaux dits supérieurs, ont en eux-mêmes des éléments de ce que nous pensions spécifiques de l'humanité, comme la conscience de soi, l'empathie, le désir, l'anticipation. Donc, même si l'homme et l'humanité a ces caractéristiques de manière amplifiée, elles sont déjà en germe chez la plupart des animaux. Donc, par conséquent, il n'y a pas rupture entre les animaux et nous-mêmes. La vraie rupture, et qui est donc l'avantage compétitif de l'Homo sapiens, c'est l'écriture et la parole qui est à la source de la culture. Alors que toutes les espèces animales ou même les plantes évoluent très lentement leur pratique et leur mode de vie parce qu'elles procèdent par élimination. Ici, un petit oiseau qui apprend à voler à côté de sa mère. Nous disposons de la parole pour communiquer avec nos semblables. Nous avons l'écriture pour transmettre entre les générations les savoirs. Donc nous pouvons empiler les savoirs, construire. Donc oui, à notre connaissance, sur la planète Terre, l'avantage compétitif de l'Homo sapiens n'est pas d'être différent de toutes les espèces vivantes qui l'entourent, mais d'avoir l'écriture et la parole. Et il est toujours c'est une interrogation toujours très importante de savoir si à l'échelle de l'univers, il existe d'autres systèmes planétaires qui ont abouti à des niveaux comparables. Alors, puisque nous avons la culture, sommes-nous les rois de la Terre? Eh bien, si on regarde un certain nombre de religions, notamment les religions révélées sur des livres, eh bien, il y avait une mission qui était donnée à l'homme, qui est d'être remplir la terre, de la dominer et de l'assujettir, tel que c'est écrit dans la Genèse et qu'on retrouve dans d'autres livres. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique absolu, c'est-à-dire que dans toute cette chaîne temporelle et spatiale qui conduit à nous, eh bien, nous avons un rôle spécifique qui est de gouverner, de gérer la Terre, comme étant le roi au-dessus du reste. Mais la science, notamment, nous a ramené à des principes plus
comment dire, modestes, qu'on appelle les principes anthropiques. Alors, il y a deux versions du principe anthropique. Il y a le principe anthropique fort, qui consiste à dire, quand on voit toute la chaîne qui a conduit du début de l'univers à la création du Soleil, puis de la Terre, et sur la Terre, toute cette évolution extrêmement compliquée pour aboutir à nous, cela prouve que l'homme est le résultat d'un processus que certains appellent le dessein intelligent, qui était prédéterminé dès le départ et dans lequel peut-être Dieu intervient de temps en temps pour orienter le processus vers nous. Ça, c'est la version forte qui est plutôt qualifiée de créationniste. C'est la version moderne du créationnisme qui indique que Dieu intervient pour gouverner les principes, pour conduire à notre existence. La plupart des scientifiques sont plutôt d'accord pour un principe anthropique faible, qui est lié peut-être déjà à notre connaissance du fait que les lois qui ont conduit à construire notre univers ne sont pas, a priori, pu donner lieu à la création de multiples univers. Donc nous ne sommes pas forcément dans un univers unique. Et le principe anthropique faible dit que parmi tous les univers possibles, eh bien, il en est pour lesquels les lois de la physique fondamentale ont permis de conduire à une complexité telle que nous l'observons. Donc, ce n'est pas que l'univers a été créé pour nous, mais il se trouve que c'est le seul univers dans lequel nous pouvions exister. Alors, nous sommes là à notre place, nous sommes une petite poussière dans l'espace, nous sommes une virgule dans le temps, nous sommes au bout d'une chaîne extrêmement compliquée, avec peut-être des atouts. L'espèce Homo sapiens a des atouts que n'ont pas les animaux, mais on partage la plupart des contraintes de la nature. Eh bien, on va voir que notre espèce, l'Homo sapiens, on peut la considérer comme une espèce invasive. Parce qu'elle a tellement réussi, en partant dans ces différents stades d'évolution, qu'elle a complètement, effectivement, dominé la Terre, puisque désormais, la planète elle-même, qui a évolué au cours des millénaires et des millionnaires d'années avant nous, sous l'influence des forces cosmiques ou du Soleil, désormais, évolue davantage par le rôle de l'homme lui-même. Donc, c'est nous qui façonnons notre planète et ceci est caractérisé par ce que nous appelons l'Anthropocène, c'est-à-dire l'époque de l'histoire de la Terre qui débute lorsque les activités humaines ont un impact global. Donc nous sommes dans l'ère de l'Anthropocène, c'est-à-dire une planète qui est entièrement conditionnée par les activités de l'homme. Ceci a des traces évidentes, le fait que par exemple la population d'Homo sapiens sur Terre a explosé, et qu'avec tous ces moyens techniques, elle a eu un impact extrêmement important sur ce que nous appelons généralement la nature. En effet, la science est peut-être derrière tout ça, mais à gauche, vous avez une illustration de la chute énorme de la mortalité infantile entre les années 1800 et 2015. Il y a des facteurs 5 ou 6. Et de manière symétrique, de l'autre côté à droite, vous avez la durée de l'âge de vie, la durée d'espérance de vie qui est passée de 30 ans en moyenne à 80 ans actuellement. Donc tout ceci, plus chute de la mortalité, allongement de la vie, a conduit à une explosion démographique qui fait qu'après des années de stagnation à quelques peut-être 100 ou 200 000 habitants sur Terre, nous voyons la montée extraordinairement rapide, exponentielle actuellement, à partir de l'ère industrielle, à partir des années 1800, à partir de toutes les découvertes scientifiques et techniques et de l'hygiène et médicale. La seule petite accident que nous pouvions voir au milieu, vers les années 1350, c'est la chute relative due à la peste noire. Et désormais, nous savons que nous sommes sur une pente qui, heureusement sans doute, va sans doute se stabiliser un plateau. Mais la hauteur du plateau est une question fondamentale pour l'avenir de notre planète. Donc nous vivons sur une planète qui est entièrement façonnée par nous. Alors comment cela se fait-il? Si on considère la Terre comme une espèce animale particulière, on peut être que frappé par sa faiblesse. Puisque si on prend la masse, ou disons le poids pour faire plus court,
de toutes les choses qui vivent sur Terre, la biomasse, eh bien les végétaux, ça représente 80%, les bactéries 14%, les champignons 2%, les algues 0, etc. Et vous avez, en gros, les humains, c'est 0,01%, c'est-à-dire 1 pour 10 000 de cette masse est composée de notre masse à nous. Donc nous sommes une petite, infime minorité dans le système vivant, mais nous avons un poids extraordinairement important. Pourquoi? Parce que par notre culture, par notre capacité technique, nous avons construit, nous avons une capacité à créer ce qu'on appelle des artefacts, des objets fabriqués, qui sont des routes, des maisons, des ponts, etc. Et tous ces objets-là, quand on prend leur masse et qu'on l'associe à notre masse à nous, on s'aperçoit que depuis 2020, en gros, eh bien, la masse des objets fabriqués par l'homme dépasse l'ensemble de toute la biomasse des objets qui ont été créés par les processus biologiques sur Terre. Donc un impact démesuré de notre espèce humaine sur la planète. Est-ce que la science est responsable? Bien sûr, on peut dire que s'il n'y avait pas eu la science, eh bien, il n'y aurait pas eu l'hygiène, il n'y aurait pas eu les vaccins, il n'y aurait pas eu les moyens de nous chauffer, de nous alimenter. Et donc, sans la science, on n'aurait pas pu passer d'une terre peuplée de cueilleurs-chasseurs à 10 milliards de consommateurs qui vivent dans des villes actuellement. Donc, ce développement-là prend ses sources notamment dans la science et dans tous les progrès qui ont été faits dans les domaines médicaux, alimentaires, etc. Est-ce que la science est coupable maintenant? C'est une grave question que beaucoup de penseurs se sont posés. Et Bachelard, qui est un grand philosophe et scientifique du début du XXe siècle, l'a caractérisé sous le nom de complexe de Prométhée. Peut-être à part certaines tribus que nous observons encore en Amazonie, qui sont restées au stade de cueilleurs, eh bien, dès l'invention de l'agriculture, il semble que l'espèce humaine a été poussée par une curiosité, par un désir de faire mieux, que Bachelard appelle faire plus que nos pères, faire plus que nos maîtres. Tel Prométhée, on avance toujours pour essayer de dérober le ciel, les feux aux dieux. Est-ce que dans notre cerveau, est-ce que dans notre espèce elle-même, y a-t-il pas un gène ou une tendance à vouloir toujours se dépasser, toujours aller vers la montagne que nous n'avons pas gravie, qu'il faut gravir, toujours développer notre niveau de vie, aller plus loin, aller sur la Lune, Donc, est-ce qu'il n'y a pas derrière ces développements scientifiques une tendance, j'allais dire, presque génétique de notre espèce? Ça, c'est la question fondamentale pour laquelle certains répondent. En effet, on peut vraiment considérer l'Homo sapiens comme une espèce invasive et prédatrice. Si n'importe quelle espèce animale avait notre comportement et notre développement, nous serions absolument affolés et vraiment nous considérions ça comme une espèce invasive et prédatrice. Nous avons vu le développement de la lignée humaine à gauche, en haut, et notamment la grande inconnue de l'homme de Néandertal qui a cohabité à l'Homo sapiens. Il semble qu'il y a beaucoup d'égards quand l'Homo sapiens ait peut-être éradiqué les espèces Homo qui n'étaient pas elles-mêmes, alors que beaucoup en bas à gauche, c'est une espèce de carte qui montre les différentes espèces hominiennes qui souvent étaient cantonnées à un ou deux continents. On voit qu'en haut, l'Homo sapiens a envahi la planète Terre, et ceci est montré à droite avec les différents chemins que l'Homo sapiens a utilisés pour aller sur tous les coins de la Terre, surtout les espaces disponibles sur les continents, et puis souvent avec des impacts, puisque par exemple, on a pu démontrer que l'arrivée de l'Homo sapiens en Australie a été à l'origine d'une grande baisse de la diversité des espèces. Et nous sommes peut-être une espèce prédatrice, puisque quand nous voyons notre comportement collectif, illustré par la ruée
vers les biens de consommation à tout prix, quel que soit le prix pour la planète dans leur création et leur utilisation, illustré par les ruées vers le Black Friday. Mais quand on voit pour le plaisir qu'on tue les derniers éléphants, comme trophée de chasse, ou qu'au 19e siècle, on a tué et presque éradiqué les bisons d'Amérique uniquement pour faire l'engrais à partir de leur tête. N'y a-t-il pas là un comportement prédateur? Et comme disait un penseur, nous devrions nous inspirer du comportement des prédateurs non humains qui représentent des modèles de soutenabilité à long terme. Est-ce que notre comportement prédateur est soutenable sur le long terme? Certains, comme l'auteur Sébastien Boller dans Le bug humain, eh bien, soutiennent, et moi je serais peut-être assez proche de le soutenir, c'est que l'Homo sapiens a réussi à envahir toute la Terre grâce à son intelligence, à sa faculté à créer des outils, à son langage, à sa faculté de collaborer par le langage et l'écriture, mais aussi et surtout presque par son agressivité et sa cupidité. Est-ce que ces raisons du succès ne seront-elles pas les raisons de son échec collectif? Comme le notent beaucoup d'historiens des sciences ou d'historiens de la vie de la Terre, dans l'histoire de la Terre, les espèces dominantes ne sont restées que pendant des temps limités. Est-ce qu'avec nos capacités et nos pouvoirs, nous sommes capables de faire mieux? Alors pour cela, il faut s'interroger sur le rôle de la science. Est-ce que la science nous sauvera devant toutes ces menaces que nous avons nous-mêmes créées? Eh bien, quand on fait l'inventaire des peurs au XXe siècle, vu par un certain nombre de spécialistes, nous avons d'une part les peurs d'événements cosmiques ou des catastrophes naturelles. Je les ai mis en bleu parce que, à part quelque part peut-être la chute des météorites, eh bien, ce sont des catastrophes quelque part que nous ne pouvons pas éviter avec l'état de nos connaissances actuelles. Et il faudra peut-être imaginer quelques siècles ou quelques millénaires, si nous sommes toujours là, de progrès, entre parenthèses, de l'humanité, pour être capable de prévenir ces événements. Ensuite, il y a des événements au milieu qui peuvent être en partie liés à notre origine. Si par exemple une intelligence extraterrestre hostile envahit notre planète, ou si les systèmes d'intelligence artificielle que nous développons à très grande vitesse, eux-mêmes développent un comportement agressif et autonome, ceci peut conduire à des catastrophes. Et enfin, en rouge, tous les événements qui peuvent conduire à des catastrophes à l'échelle des planètes, mais qui sont quelque part liés à nous, les pandémies. Le Covid-19 en est un exemplaire, le dérèglement climatique, les guerres nucléaires, dont on parle encore en 2022, ou biologiques, la surpopulation et la raréfaction des ressources. Donc, ces peurs que nous voyons à gauche sont surtout pour des événements qui prennent leur origine dans l'humanité. Alors, est-ce que la science peut nous sauver de ces menaces? Eh bien, on a eu très récemment, en 2021, 2 alertes qui nous montrent comment ces grands événements peuvent se produire. Un qui peut paraître anodin, qui était la panne mondiale qui a touché ces applications Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, qui sont extraordinairement utilisées notamment par les adolescents. Une panne mondiale, mais qui n'a pas eu d'impact, peut-être qu'empêcher les ados de pianoter pendant 1 heure ou 2. Mais ce genre de panne pourrait très bien intervenir sur l'ensemble du système Internet lui-même. Et quand on connaît la dépendance de toutes nos technologies, que ce soit l'énergie, le transport, l'alimentation, la logistique sur Internet, on peut imaginer la catastrophe que ce serait une panne générale d'Internet et durable. Et puis, bien sûr, le Covid-19, la maladie Covid-19, qui, on l'a vu, se transmet surtout par aérosol et qui a une très faible létalité, c'est-à-dire que le taux de mortalité est faible. J'ai mis 1%, mais c'est un ordre de grandeur. Donc on a une pandémie très contaminante, mais assez peu létale. D'un autre côté, mais c'est en Afrique, direz-nous, donc on sentait peu concerné, d'autres pandémies se sont développées, comme l'Ebola 19, qui a un taux de létalité qui monte de 60 à 90%.
heureusement, entre parenthèses, pour l'humanité dans son ensemble, elle ne se transmet par liquide que par les liquides. Donc par conséquent, beaucoup plus facile à confiner, j'allais dire. Mais ne peut-on pas imaginer qu'à court terme, nous ayons une pandémie qui aurait le même mode de transmission de la Covid-19 avec le taux de létalité de l'Ebola? Je vous laisse imaginer les conséquences. Donc, ces peurs-là, on en a déjà des petits exercices, j'allais dire. On voit déjà des signaux, peut-être faibles, de ceux qui pourraient potentiellement nous atteindre. Alors, la science peut-elle nous sauver de tout ça? La science, d'abord, a un développement exponentiel. À chaque instant dans la vie de la planète, il y a toujours plus de chercheurs en activité que de chercheurs morts depuis l'origine des temps. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de scientifiques qui travaillent, on l'a vu, pour le Covid-19, la quantité de chercheurs qui sont focalisés pour trouver une solution. À droite, vous avez les moyens techniques pour les chercheurs. C'est une illustration de la croissance exponentielle de la capacité des calculateurs et des ordinateurs. Donc, avec le nombre de chercheurs et les capacités technologiques, la science est donc dans une phase de développement qui nous paraît exponentielle. Et on peut se dire, si 4 secondes dans la vie de la Terre, on a pu passer du feu à l'exploration du système solaire, imaginons que si nous vivons toujours, si l'humanité survit toujours, dans les 12 heures qui restent de la vie de la Terre, on peut montrer qu'un tel développement exponentiel aboutirait à des résultats absolument inouïs qui pourraient peut-être nous sauver. Mais est-ce que la science est sans limite? Notre science, et en fait, on va se poser cette question. Chacun connaît peut-être le film Hibernatus avec Louis de Funès, dans lequel un homme revient après une période de glaciation sur Terre et épaté des progrès technologiques. Eh bien, si un Hibernatus qui avait été mis sous glace en 1900 revenait de nos jours, il serait certainement épaté, plus que ça, épaté, abasourdi par les progrès exponentiels dans l'immatériel. Comment imaginer que nous pouvons disposer dans notre main d'une puissance de calcul et de communication avec l'ensemble du monde entier? Ceci était inimaginable il y a un siècle. Progrès fulgurant dans les sciences de la vie et aussi dans la génétique et la biogénétique, c'est-à-dire la capacité que l'humanité a de pouvoir d'influer elle-même sur les codes génétiques des plantes et peut-être de lui-même. Donc, pouvoir inouï. Mais quand on prend un peu de recul, est-ce que les progrès ont été si importants dans d'autres domaines que sont par exemple le matériel et l'énergie? Si Hibernatus 1900 revenait, eh bien, il trouverait les moteurs, il trouverait nos moteurs un peu puissants, plus sympas, moins polluants, plus légers. L'électricité existait déjà en 1900, le train existait, l'automobile existait, l'avion, les bateaux. Donc tous ces moyens qui sont actuellement les symboles les plus évidents de notre mode de vie, ils existaient déjà. Et en un siècle, ce que nous avons fait, c'est de simplement les améliorer. Donc il n'y a pas eu de rupture dans ce domaine-là. Et surtout, dans le domaine de l'énergie, on utilise toujours les mêmes moyens, à savoir majoritairement le pétrole et le charbon, déjà utilisés à l'époque, qui sont des ressources qui ont été stockées sur la planète par des millénaires de développement de plantes. Donc, même si nous pouvons être épatés par les développements technologiques, eh bien, on s'aperçoit quand même que dans les domaines clés que sont l'énergie, par exemple, eh bien, ces développements sont loin d'avoir abouti à des ruptures, ce qu'on appelle des ruptures technologiques. Et en effet, la science nous a révélé que dans tous ces développements, il y a des murs. On peut progresser, mais il y a des murs difficilement franchissables. Le fait que la vitesse de la lumière soit limitée, même si elle est très rapide, eh bien, montre que finalement, l'espoir d'aller vers des planètes, des systèmes solaires autres dans la galaxie est repoussé à longtemps parce que il est difficilement imaginable d'imaginer les technologies qui permettront de s'affranchir de cette vitesse finie de la lumière qui fait qu'actuellement les voyages
inter-étoiles, intersidéraux, demandent des centaines ou des milliers d'années. Le mur de l'épuisement des ressources d'énergie fossile, tant que nous n'aurons pas trouvé une source d'énergie renouvelable, comme par exemple la fusion de l'hydrogène, euh, euh, qui pourrait compenser le caractère intermittent des autres énergies renouvelables que sont l'éolien ou l'hydraulique, eh bien, nous avançons vers un mur qui est l'épuisement progressif des ressources en pétrole et en charbon, ce qui est un bien pour peut-être les émissions de gaz carbonique, mais qui posera à terme des problèmes à toute notre civilisation industrielle. Et puis il y a le mur de l'entropie, à savoir que les grands principes de l'entropie nous apprennent qu'il ne peut pas y avoir sur une petite planète comme la nôtre de développement organisationnel inouï, d'organisation, d'urbanisation, de construction d'espaces, etc., sans que d'un autre côté, ces développements-là soient payés par, sous forme de déchets par le reste de notre environnement. Donc, on s'aperçoit que la science est très puissante, qu'elle progresse de manière quasi exponentielle, et qu'il y a donc une course de vitesse entre les développements de la science et puis notre destin dans l'univers, c'est-à-dire tous les événements que nous ne maîtrisons pas, qui peuvent intervenir dans l'univers, mais surtout dans notre capacité d'autodestruction. Alors, cette course de vitesse, elle est lancée, et on se pose toujours la question de savoir si, avec les moyens et la croissance actuelle de la technologie et de la science, on arrivera à maîtriser notre capacité d'autodestruction. On va progressivement vers la fin de l'exposé, et j'évoquerai deux grands penseurs qui peut-être nous aident à penser ces périodes-là. Et Michel Serres, qui est toujours optimiste en disant que de toute façon, le monde passé, il est passé. Il est d'ailleurs souvent un peu imaginé, et le meilleur n'est pas derrière nous, et il faut préparer l'accouchement du monde qui vient. Et puis Edgar Morin, dans sa vision globale de la complexité, nous rappelle que la science seule ne pourra rien, la science ne peut que fournir des outils, et que c'est uniquement par la politique, la technologie et l'idéologie, par la coordination humaine, par des mouvements sociaux, par des gouvernements organisés et orientés vers le bien, que nous pourrons canaliser notre capacité d'autodestruction. Donc, je conclus avec Edgar Morin, que l'Homo sapiens s'est montré tel qu'en lui-même, avec ses qualités et ses défauts, formidable inventivité scientifique, talent organisationnel, capacité à communiquer, mais une logique prédatrice effroyable, une difficulté à sortir de notre mode tribal et à penser global, et surtout notre pensée, notre incapacité à préserver le long terme, c'est-à-dire que nous sommes toujours sur la même pente, de préserver notre court terme, préserver notre situation actuelle, quoi qu'il en coûte, quitte à le faire payer au long terme. Voilà, nous avons fait un grand tour, que j'espère assez synthétique et pas trop caricatural. D'abord sur la science, qu'est-ce que c'est que la science moderne et comment, à partir de quelques grands principes, elle s'est développée pour approfondir notre connaissance de l'univers, notre infiniment grand, notre infiniment petit. Et le résultat de tout ceci a été de démontrer que nous sommes très fragile, nous sommes une petite poussière dans l'espace et une petite virgule dans le temps de l'univers. Ensuite, nous avons vu comment progressivement sur la planète Terre, la complexité s'est développée pour construire des systèmes de plus en plus organisés que sont les systèmes vivants. Et au bout de à la fin de cette croissance de la complexité, nous sommes là avec nos capacités. Et donc, ce que nous apprennent tous ces développements-là, c'est que nous ne sommes pas en dehors de la nature, nous sommes qu'un des rameaux particuliers de la nature qui a conduit à la diversité du vivant, sachant que nous avons, par rapport à tous les animaux, nous partageons les mêmes capacités à différents égards,
La seule chose qui nous différencie, c'est notre capacité culturelle, c'est-à-dire lire, écrire, dans une capacité à empiler les savoirs qui conduit au développement scientifique que nous connaissons actuellement. Donc l'homme est dans la nature, il a une capacité supérieure liée à sa culture, qui est peut-être partagée par d'autres espèces dans l'univers. Et qu'a-t-on fait de cette capacité-là? Eh bien, on a vu que l'espèce Homo sapiens que nous représentons est un rameau qui s'est développé peut-être quelquefois aux dépens d'autres rameaux hominiens, parce que nous nous caractérisons par une capacité technique et intellectuelle extraordinairement développée et un comportement collectif prédateur. Nous n'avons pas les capacités collectives, psychologiques de comportement à la hauteur de nos capacités techniques et technologiques. Ce qui a conduit à cette invasion, j'allais dire, de la planète Terre par une espèce qu'on appelle l'Homo sapiens, qui est très peu capable de se contrôler dans l'état actuel des choses et qui a conduit à ce qu'on appelle l'ère de l'Anthropocène, c'est-à-dire que désormais, l'avenir de la planète n'est plus un avenir géologique, gouverné par des forces externes, mais il est gouverné par les mains de l'homme. Ensuite, nous avons pu illustrer ça pour montrer en quoi l'avenir est dans nos mains. Et la conclusion de ceci, c'est que la science, certes, a des possibilités presque exponentielles de développement pour le futur, mais elle nous a montré aussi qu'il y a des murs contre lesquels il sera très difficile de passer, à travers lesquels il sera très difficile de passer. Et surtout, il y a une course de vitesse entre ces développements hypothétiques futurs et notre capacité à nous contrôler, à nous organiser sur notre échelle. Voilà. Bon courage et bonne pensée et à bientôt.